Bonjour à toutes et tous. Donc, ravi d'être parmi vous. J'espérais une standing ovation, mais elle est là de fait, puisque les gens arrivent debout, ils ne se mettent pas debout. Donc ça, c'est quand même très, très fort. Je vous remercie. Depuis quelques mois, je suis aussi, toujours en étant à l'hôpital Robert Debré, à l'hôpital américain de Paris, où on va créer un univers pédiatrique dans lequel nous pourrons tout à fait échanger à n'en pas douter. Alors, j'ai aucun lien d'intérêt avec ce que je vais vous dire et on va essayer de faire en sorte, dans une situation où notre quotidien est un petit peu lourd, de l'aérer, de nous donner des ailes. Alors qu'on a souvent la tête dans la machine à laver, on va essayer de se sortir de là et d'atterrir, non pas sur la Lune, mais sur quelques nouveautés à partir d'une situation clinique que vous connaissez. Et on va découvrir ensemble une maladie que vous ne connaissez pas tout en la connaissant à travers Nina, qui est le fil rouge, une histoire vraie d'un nourrisson de 3 mois qui mange mal, qui a des rejets fréquents et avec un transit un petit peu lent. Alors, vous allez me dire, elle mange mal. Est-ce que c'est des troubles fonctionnels intestinaux ou pas? Est-ce que avoir des troubles du comportement alimentaire du petit enfant, c'est quelque chose qui rentre dans le cadre des troubles fonctionnels intestinaux? Eh bien, dans les critères de Rome 4, ceci avait été suggéré, et dans les critères de Rome 5 qui vont être bientôt établis, pour une fois, on va pouvoir attester que les enfants qui mangent pas bien, ça fait partie grossièrement de ce qu'on appelle les troubles fonctionnels intestinaux. Nous l'avons publié l'année dernière avec la dénomination en anglais, FTFD, Functional Toddler Feeding Disorder, qui correspond en fait à des enfants qui vont bien, qui ont des troubles fonctionnels associés et qui mangent pas bien. C'est un trouble fonctionnel intestinal. Il faut arrêter de les étiqueter de pathologies qu'ils n'ont pas. Nous l'avons publié à l'ESGAN l'année dernière et comme on le voit, il y a un overlap, c'est-à-dire véritablement entre ces deux pathologies que sont les troubles fonctionnels intestinaux et les TCAP, troubles du comportement alimentaire du petit enfant, eh bien, en fait, il y a des convergences et vous voyez que dans un tableau de Van Gogh, on peut arriver à intégrer quelque chose, même si vous avez reconnu que Clint Eastwood n'a rien à voir avec le tableau initial. Alors, vous allez me dire, mais on ne comprend pas, mais tout est mélangé. Ben, en fait, oui. Et ça aussi, nous l'avons publié en Europe, en France, en Italie, quand les enfants et les nourrissons ont des troubles fonctionnels intestinaux. Dans 2 tiers des cas, ce n'est pas un trouble fonctionnel intestinal qu'ils ont, c'est plusieurs. Donc il faut arrêter de dire l'enfant il a que des rejets ou que un transit lent ou que des coliques du nourrisson. Souvent, il a une association des deux. Vous allez me dire, ouais, mais ça c'est un truc d'Européen. Pas du tout. Nous avons fait l'exploration sous la terminologie d'observatoire Gazelle. Peut-être certains d'entre vous ont participé à cet observatoire. 10 000 nourrissons en Afrique, dont 1/5 qui venait du Maroc, et c'est exactement la même chose. Vous voyez, un nourrisson sur 2 n'a pas un trouble fonctionnel intestinal, mais plusieurs associés. Et c'est quelque chose d'important, hein, parce que ça impacte la qualité de vie. Parce que quand on a un trouble fonctionnel, déjà c'est difficile, mais quand on a plusieurs, ça impacte la qualité de vie, non seulement du nourrisson, mais de sa famille. Parce que quand le nourrisson est énervé, souvent, la maman est aussi énervée. Et donc, vous allez me dire, est-ce que ça a vraiment un impact, ce que tu racontes? En fait, oui, parce que ça a été publié, quand on traite le transit lent ou la constipation, eh bien, ça améliore l'alimentation des enfants. Donc, qui ici n'a pas eu une maman qui dit le bébé, il mange pas comme je voudrais qu'il mange? Tout le monde. Quand vous posez la question quel est son transit, si jamais la maman vous dit il fait des efforts pour pousser, il n'est pas comme d'habitude pour exonérer, quand vous traitez ces difficultés d'exonération, le bébé mange mieux. Le bébé, publication à l'appui, hein, je ne suis pas en train de vous raconter qu'une histoire personnelle, hein, mais il y a du vécu évidemment dans ce que je vous dis, publication à l'appui, quand on améliore le nombre de selles par jour, on diminue l'index de reflux par pH-métrie. Autrement dit, quand on traite l'un, ça améliore les autres.
Et dans 2/3 des cas, à la moitié des cas, ces troubles fonctionnels sont associés. Mais si on revient à Nina, qui mange mal, qui a des rejets fréquents, un transit lent, on l'a traité comme des troubles fonctionnels intestinaux associés et ça marche pas bien. Et là, je suis avec l'interne à côté, en consultation, qui me regarde et qui me dit « Tout le monde m'a dit, Marc, tu étais fort dans les troubles fonctionnels. Honnêtement, je veux pas essayer d'assombrir ton horizon, mais là, une fois que la maman est sortie, il me dit « Là, honnêtement, t'as pas été puissant. » Quand on me dit que je suis pas puissant, vous voyez qu'en tant qu'homme, c'est difficile à entendre ce genre de choses. Et donc, je me suis dit et il me dit « Non ?» Je lui dis « Oui ». Il me dit « C'est peut-être autre chose que des TFI. » Et ça, c'est aussi une situation que vous avez, vous, en consultation, très volontiers en tête. C'est peut-être aussi quelque chose qui est d'origine allergique. Et évidemment, vous lisez la littérature, on va juste revoir ensemble ce que vous connaissez, ce qui sont établis, ce qui est écrit dans les recommandations. Dans les recommandations, il est bien spécifié, je vous l'ai mis en petit, pas pour lire, c'est juste pour vous dire que c'est écrit. Ici, vous voyez comment on traite le reflux, c'est-à-dire les régurgitations chez le nourrisson. Eh bien, on voit que très rapidement, une fois qu'on a fait les premières mesures, eh bien, il faut évoquer une possible allergie aux protéines de lait de vache. Ceci a été publié en 2018, ça a été publié en 2021, ça a été republié en 2024 et les dernières recommandations sur le reflux gastro-œsophagien chez l'enfant de moins d'1 an, selon les recommandations de l'HAS, eh bien, vous voyez ici que dans l'étape 4, si vous avez un enfant qui régurgite et qui continue à régurgiter malgré toutes les bonnes mesures hygiéno-diététiques que vous avez fait dans un premier temps, eh bien, il faut évoquer l'allergie aux protéines de lait de vache. Voilà comment c'est écrit dans le texte, un traitement empirique pendant 2 à 4 semaines chez le nourrisson alimenté artificiellement qui régurgite malgré les traitements hygiéno-diététiques. Donc, ça veut dire que devant les TFI qui résistent, évoquer l'allergie, c'est écrit dans les recommandations. Et c'est ce que je dis à mon interne. Il me dit « Ah, t'es pas si nul que ça. » Je lui dis et je renchéris. Je lui dis d'ailleurs, il n'y a pas que pour les régurgitations. Dans les constipations, et dans la constipation, c'est la même chose. C'est en 98 que pour la première fois, Iacono a publié et dit quand vous avez un enfant qui est très constipé, qui a des petites excoriations anales, qui grossit plus ou moins bien et qui a de l'eczéma, il faut le mettre sous un hydrolysa poussé, il faut le considérer comme un allergique aux protéines de lait de vache. Et dans les dernières recommandations, ceci est un niveau conforté. Je n'ai pas dit qu'il fallait les mettre en premier temps, en premier lieu, mais c'est un argument de recours. Autrement dit, devant une situation aussi banale et caractéristique que vous avez toutes et tous en consultation ici, à savoir, il mange mal, il a des rejets fréquents, il a un transit lent, eh bien, on se demande si c'est l'un qui est inclus dans l'autre. Est-ce que, en fait, les troubles fonctionnels intestinaux ne sont qu'une part d'allergie? Ou peut-être que les allergiques ont tous des troubles fonctionnels intestinaux et ça correspond à une partie d'entre eux? Ou peut-être que c'est 2 entités différentes avec ce qu'on appelle un overlap, c'est-à-dire une zone où certains enfants ont un petit peu des deux. Alors, et j'en parlais avec une collègue hier, toute la médecine, toutes nos consultations sont en fait guidées par notre angle d'attaque. Et c'est sûr que quand on voit un tableau comme ça, qui est un tableau de Picasso, je l'adore. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si l'enfant qui est dessiné, elle est de face, de profil ou de 3/4. Et c'est vrai qu'en fonction de l'angle dans lequel vous regardez ce tableau, eh bien, vous avez une angulation différente. Ici, Barack Obama est en train de faire un discours. Il a été photographié au même moment par 2 photographes différents. Je peux vous assurer que la personne qui est là n'a pas été chez le coiffeur en 2 secondes. C'est au même moment, avec 2 angles différents. Si ici, je vous demande est-ce qu'il y a 4 bâtons ou 3 bâtons, je pense qu'à gauche, vous dites 4, à droite, vous dites 3. Si je vous dis est-ce que c'est rond ou c'est carré, autrement dit, j'aimerais qu'ensemble,
rapidement, mesdames, messieurs les modérateurs, je vais essayer de faire au plus vite, mais je vais essayer de vous faire passer un concept novateur que j'ai essayé de faire en sorte de convaincre à l'ESGAN qui a eu lieu à Milan avec des gens qui étaient un petit peu perturbés dans la salle, parce que je leur ai dit peut-être que entre TFI et allergie, peut-être que c'est pas si différent que ça. Et c'est vrai que quand on regarde la définition, vous me dites la définition d'allergie, c'est une réaction aux aliments selon un mécanisme immunologique. Vous savez très bien que le diagnostic d'allergie alimentaire n'est pas biologique. Vous savez que c'est uniquement la réponse à l'éviction-réintroduction, au test de provocation orale. Vous savez que quand vous faites des tests, vous dites l'enfant est sensibilisé, vous ne dites pas il est allergique. Autrement dit, la définition de l'allergie, c'est une définition clinique. Quant aux TFI, qui sont très faciles à identifier, parfois ils sèment un petit peu le trouble, en fait, quand on regarde les critères de Rome qui définissent les troubles fonctionnels intestinaux, que ce soit les régurgitations, que ce soit la constipation, que ce soit les coliques du nourrisson ou tout le reste, la définition des troubles fonctionnels intestinaux sont des définitions uniquement cliniques. Autrement dit, entre les deux, on ne peut jamais être sûr. Pourquoi ? Parce que la définition, elle est clinique et que la clinique, ça dépend de notre angle de vue. Je vois déjà le doute s'installer en vous. Mais j'attends que tout le monde soit là pour arriver à continuer à semer cette graine du doute qui nous fait toujours progresser en médecine. Vous dites, ah, non, c'est pas possible. Quand même, les TFI sont bien plus fréquents que l'allergie. En fait, on l'a publié, hein. On sait très bien que la prévalence des TFI est importante. Tout ça, c'est des choses qui sont publiées. Mais quand on demande aux parents, est-ce que vous pensez qu'il y a de l'allergie dans l'alimentation ou il y a de l'allergie dans la famille, vous voyez ici que 20% des parents disent « il est allergique à quelque chose, mon enfant ». C'est vrai que quand on regarde ici dans cette pyramide de Wislow, c'est-à-dire entre ce qu'il y a entre le rapport de la famille et le test de provocation orale en double aveugle, qui est le gold standard pour faire le diagnostic d'allergie. Mais ici, et je ne vous demande pas de lever la main, bien sûr, qui, pour un diagnostic d'allergie, fait un test de provocation orale en double aveugle? Wallo. On est d'accord? Bon. Ça veut dire que quand on parle de prévalence de l'allergie, et qu'on dit, oui, les prévalences déclarées sont plus importantes que les déclarances prouvées. Peut-être, oui. Toujours est-il qu'en pratique clinique, le doute doit s'installer parce qu'en pratique clinique, il est bien certain, et on le voit ici, plus tu as d'allergies, plus tu as de troubles fonctionnels intestinaux. On voit bien qu'il y a quelque chose quand même entre les deux. On voit bien qu'il y a quelque chose. On voit bien que dans la définition clinique que certains proposent de l'allergie, peut-être vous connaissez cet index clinique. Je vous engage à connaître cette grille qui s'appelle le COMIS. Ça vous parle, le COMIS? Le COMIS, Cow's Milk Allergy Scale, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'échelle qui, avec un certain nombre de questions, si tu as plus de 12, ça veut dire que tu es allergique. Et on voit très bien que dans ces éléments de COMIS, il y a énormément d'éléments qui ressemblent à des troubles fonctionnels intestinaux. Autrement dit, même en termes d'épidémiologie, la différence épidémiologique de fréquence entre l'allergie et les troubles fonctionnels dans notre pratique clinique, hein, je ne parle pas dans les études, mais ici on ne parle pas d'études, on parle de ce qu'on fait au quotidien. Eh bien, au quotidien, c'est une fréquence d'allégation qui n'est pas si différente que ça. Alors vous allez me dire, oui, mais ils n'ont pas les mêmes symptômes. Regardez les symptômes de l'allergie non IgE médiée. C'est quasiment que des troubles fonctionnels intestinaux. Regardez qu'est-ce que l'HAS recommande chez un enfant qui régurgite et qui a un petit peu d'eczéma. Directement, le mettre sous un lait contre l'allergie. Regardez ici les symptômes des allergies non IgE médiées. Reflux, colique, constipation. Donc, parmi les allergies non IgE médiées, et si on ne parle pas de la proctocolite ou du CEPA, eh bien on voit que les entéropathies non IgE médiées sont volontiers
on va dire, dans le paradigme de la terminologie, ont une définition qui n'est pas si loin que ça que les troubles fonctionnels intestinaux. Je vois que là, le doute commence à sérieusement intégrer votre cerveau comme il l'a intégré moi-même. Vous allez me dire, mais biologiquement, ils n'ont quand même pas le même déterminisme. Ben, quand on regarde le taux de calprotectine fécale dont on a parlé hier, qui est l'irritation de la muqueuse intestinale à minima, très sensible, une sorte de CRP de la muqueuse intestinale, d'accord ? De micro-CRP de la muqueuse intestinale. Eh bien, quand on regarde la calprotectine fécale, elle est élevée d'autant plus que l'allergie est sévère. Et dans un des troubles fonctionnels intestinaux que vous connaissez, qui est la colique du nourrisson, eh bien, dans les coliques du nourrisson, les calprotectines fécales sont aussi plus élevées. Vous allez me dire, non, mais il n'y a pas que la calpro, et par exemple les éosinophiles. Ben, quand on fait des biopsies intestinales chez les enfants qui ont des allergies non IgE médiées, avec, comme vous voyez ici, des vacuoles du pôle apical, des entérocytes qui ne sont pas abrasés, hein, ben, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'ils ont plus d'éosinophiles que la population standard dans les allergies aux protéines de lait de vache et, comme vous le voyez ici, concernant les troubles fonctionnels intestinaux, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi quand on fait des biopsies qui ne sont pas recommandées, hein, mais quand on est amené à les faire dans les troubles fonctionnels intestinaux. Autrement dit, même en termes de biologie, vous avez une adéquation entre les deux. Alors vous allez me dire, mais ce n'est pas le même mécanisme. Et là, je sais qu'il y a des physiopathologistes qui sommeillent en vous, qui sont en train de reprendre tous les schémas de la physiopathologie. On va les reprendre très sommairement. D'accord ? Ne vous inquiétez pas, mesdames, messieurs les modérateurs, très sommairement. En fait, dans les troubles fonctionnels intestinaux, on sait très bien que le centre d'intérêt, c'est l'hypersensibilité viscérale. C'est-à-dire que, d'un point de vue à la fois génétiquement déterminé, avec des triggers médicaux ou des événements psychosociaux, il y a quelque chose qui, à un moment, fait que ça va faire mal chez quelqu'un et ça ne va pas faire mal chez quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité viscérale. Pourquoi ça fait mal? Pourquoi le cerveau nous dit ça fait mal? C'est parce que tout le monde a entendu parler du brain-gut axis, qui est cet axe entre le cerveau et l'intestin, qui, comme on le voit, sont guidés par des neuromédiateurs. Et ça, à l'ESGAN cette année, il y a eu quelque chose de formidable qui a été fait in vivo chez l'animal, qui montre que quand on détériore la muqueuse intestinale, la souris, elle a mal au niveau du cerveau. Et quand la souris est déprimée, elle a mal avec une augmentation de la perméabilité intestinale. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est lié. Pour une fois qu'on rende un peu de noblesse au tube digestif, souvent on dit le mieux c'est le cerveau, c'est le rein. Et tout le monde dit, je fais la plus belle spécialité. Et tout le monde dit, toi tu t'occupes que du vomi et des cacas. Là, je sens enfin des lettres de noblesse. J'intellectualise la gastro-entérologie. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi cette hypersensibilité? C'est que l'enfant, il est sensible. C'est que l'enfant, il a une hypersensibilité, une hypersensorialité. Ça a été démontré chez les petits nourrissons. Peut-être que mon ami Patrick va en parler tout à l'heure. Mais chez ces nourrissons inconfortables, eh bien, il a été montré et démontré que quand on lui présente une odeur, qui est une odeur désagréable dès la naissance, il y a certains enfants qui ont des IRM fonctionnels au niveau du lobe occipital qui flashent, et d'autres qui ne bougent pas. Ça veut dire quoi? Vous savez toutes et tous que le lobe occipital est juste à côté du lobe de l'émotion et que le lobe occipital détermine le lobe des odeurs et de l'olfaction. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bébés ont des émotions très tôt dans la vie, quasiment au niveau de ce qu'on pourrait voir au niveau de la naissance et probablement en anténatal. Vous savez qu'il y a des acquisitions neurosensorielles en anténatal, selon un axe de progression
Je vais vous donner le moyen mnémotechnique, comme ça au moins vous pourrez dire j'ai appris quelque chose de factuel dans cette conférence. C'est TOGAV, c'est-à-dire que le bébé au début, il a le toucher in utero, hein. Ensuite l'olfaction, ensuite le goût. Le goût arrive en troisième, hein, d'accord. Ensuite l'audition et en dernier la vision. Quand le bébé naît, il ne voit pas sa mère, il sent sa mère, d'accord. Eh bien, comme vous le voyez, dans les troubles fonctionnels intestinaux, on a une physiopathologie avec cette hypersensibilité viscérale, avec ces neuromédiateurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ces neuromédiateurs qui vont de plus en plus facilement monter au cerveau, si je puis dire, par cet axe. Pourquoi? Parce qu'on a une barrière intestinale qui est un peu poreuse, un peu, entre guillemets, dilettante. Les Anglais appellent ça « leaky gut ». D'accord? Et on sait très bien que plus il y a d'espace intercellulaire, plus il y a de pénétrance transépithéliale et plus il va y avoir de symptomatologie. Ça, c'est ce qu'on voit dans les troubles fonctionnels intestinaux. C'est des choses qui sont écrites et je ne fais que copier cette remarquable revue qui dit, en fait, les TFI, c'est une sorte de quadrature du cercle. Vous savez, le cercle, hein, il y a des gens comme ça qui naissent normalement, puis il y a des gens qui naissent avec une triple circulaire du cordon. C'est pour vous dire l'importance du cercle qu'on peut avoir. Eh bien, vous voyez ici, microbiote, perméabilité, immunité, inflammation. Eh bien, ce que je vous dis, c'est que dans l'allergie, la physiopathologie est à l'identique. Ici, une excellente thèse de mon ami et élève de Patrick Tougnan, qui s'appelle Anaïs Lemoine, a fait sa thèse sur la physiopathologie d'un type d'allergie alimentaire et qu'est-ce qu'elle a mis en évidence in vivo et in vitro, exactement la même quadrature du cercle. Ce que je suis en train de vous dire, là, tranquillement, alors que vous pensiez assister à encore une célébration de cas cliniques un petit peu cocasse, eh bien, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la physiopathologie des troubles fonctionnels intestinaux et de l'allergie en général, de l'allergie alimentaire en particulier, est la même. Je vous l'ai mis en anglais pour que ça fasse plus classe. Alors vous allez me dire, oui, mais ça évolue pas pareil. Mais bien sûr que si. On sait très bien que dans les TFI, ça s'améliore avec le temps, que ce soit les régurgitations, que ce soit les coliques, mais on sait très bien qu'avec le temps, elles s'associent entre eux et que celui qui a des TFI petits, il va avoir des TFI plus grands. Et que, au niveau de l'allergie, tout le monde connaît la marche atopique. Tout le monde. Ce que vous connaissez peut-être pas, c'est que quand on est allergique petit, on fait plus de troubles fonctionnels intestinaux plus grands. Regardez. J'ai fait la littérature pour vous. Non, j'ai travaillé avant de venir. Et maintenant, dans la marche atopique, il n'y a plus que le rhume des foins, l'asthme, etc. Vous voyez qu'il y a les troubles fonctionnels intestinaux qui apparaissent. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que même dans l'évolution, il y a plus que des similitudes entre ces deux entités qu'on a tendance un petit peu à séparer. Alors vous allez me dire, le traitement quand même, on ne traite pas de la même manière. C'est vrai que l'allergie alimentaire, on les traite avec des aliments spécifiques, on appelle ça les alicaments. Vous savez ça, aliments, médicaments. D'accord? Et vous savez que ça, c'est ce qu'on voit dans les mécanismes immunologiques, mais dans les mécanismes non immunologiques qu'on appelle l'intolérance alimentaire, que ce soit au lactose ou à autre chose, là aussi, on a des sortes de troubles fonctionnels déclenchés par les aliments. En particulier, c'est clairement le cas pour les aliments riches en histamine. Tout le monde a entendu des parents dire « il est allergique aux crevettes ou à la fraise », alors que c'est absolument pas, ou au thon, c'est absolument pas de l'allergie, c'est de l'histaminolibération. Allez, il supporte pas le chocolat, c'est la tyramine. Vous comprenez ce que je veux dire? Et dans les troubles fonctionnels intestinaux, vous allez me dire, les troubles fonctionnels intestinaux, on les traite pas avec des régimes alimentaires, mais bien sûr que oui. Et on le sait très bien, et je vous renvoie à cet excellent article de la CNFCP sur le régime pauvre en FODMAPs, qui sont les sucres non absorbables. Vous voyez, très très bien synthétisé. Eh bien, il a été démontré chez l'adulte, et on est en train de le faire chez l'enfant,
qu'un enfant qui a un syndrome de l'intestin irritable, et ici, par argument de fréquence, je suis en train de parler à des potentiels malades. Parce que la fréquence des syndromes de l'intestin irritable en population, c'est à peu près 15%. Dans la population médicale, c'est 25%. Donc là, normalement, il devrait y avoir un auditeur sur 4 qui devrait être intéressé par ce que je vais dire. Eh bien, non seulement il peut être amélioré par ce régime, mais on a énormément d'éléments qui nous fassent penser qu'avec la physiopathologie et en comprenant ce qu'on fait avec les TFI, eh bien, probablement, on peut améliorer ceci avec des médicaments. Des médicaments qui sont ici, comme vous voyez, quelque chose que vous avez peut-être déjà utilisé dans d'autres allergies. Le chromoglycate peut être intéressant chez certains enfants qui ont des TFI. Le budésonide, comme vous le voyez ici, des 5-HT2. Et c'est assez classique de savoir que quand on agit sur le mastocyte, les troubles fonctionnels intestinaux sont améliorés. Quand on agit sur la barrière intestinale, rassurez-vous, j'avais prévu de le détailler, je ne le fais pas, eh bien quand on agit sur la barrière intestinale, on améliore ces troubles fonctionnels intestinaux et c'est exactement la même chose qui arrive quand on traite un enfant allergique. Quand on empêche la dégranulation des mastocytes, quand on leur donne du budésonide, ça améliore leur symptomatologie d'allergique. Ce qui veut dire que quand on fait un tableau avec d'un côté l'allergie, de l'autre côté la TFI, et que dans notre tête, ça fait quelque chose qui est complètement séparé l'un de l'autre, en fait, avec ce concept de leaky gut, c'est-à-dire de barrière intestinale un peu poreuse, je me suis permis de faire une allégorie. Voilà comment ça fait. Ça, c'est une barrière intestinale poreuse. C'est-à-dire qu'il y a des liens entre. Alors vous allez me dire, mais en pratique clinique, ça nous intéresse là ce que tu dis, mais en pratique clinique, quelle est la véritable importance de tout ce que tu viens de nous exprimer? Eh bien, revenons à Nina. Nina, 15 mois, présente des symptômes à l'ingestion de plusieurs aliments, et là, c'est un autre interne d'une autre session qui arrive, qui est à côté de moi, et je lui raconte, je lui dis, j'ai eu beaucoup de mal, on l'a traité pour TFI, allergie, un petit peu des deux, et la maman vient, et elle dit, écoutez, je passe ma vie à faire en sorte de trouver quel aliment elle supporte, quel aliment elle supporte pas. Parce que sinon, elle fait des réactions terribles. De temps en temps, elle vomit, de temps en temps, elle a mal, de temps en temps, elle est pas bien, elle fait des réactions terribles. Et alors, mon collègue me dit, ça va pas être facile, elle. Je lui dis, ça fait 15 mois que je me dis que ça va pas être facile. Mais l'enfant grandit bien, grossit bien, parce que la mère, elle est pugnace, hein. Et la mère, elle a les yeux tirés, elle a le syndrome des 4 cernes, vous savez. Et le bébé, lui, il a juste le signe de Denis Morgan, c'est-à-dire une seule cerne. Et alors, il me dit, qu'est-ce que tu as fait comme diagnostic? Parce qu'il me dit, à chaque fois, et c'est ce que je dis à mes collègues, je dis, l'enfant, il ne sort pas sans un diagnostic. Ou sinon, il reste. Et s'il reste, c'est les parents qui payent. Et comme ils ne peuvent pas payer, c'est toi qui payes. Je peux vous dire qu'ils sont motivés, les collègues. Hein. Et alors, je lui dis, il me dit, qu'est-ce qu'elle a? Je lui dis, je pense qu'elle a un CIPA chronique. Un syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires, qui est une forme d'allergie, avec quelques éléments qui font penser aux troubles fonctionnels. Et dans le CIPA, c'est pas que les protéines de lait de vache qui sont en cause. Vous voyez, c'est l'œuf, le poisson, le fruit, les légumes. Et des fois, la petite Nina, par exemple, elle supportait pas la patate douce. A-t-on l'idée de donner une patate douce à des enfants? Et elle ne supportait pas ça. Et je lui dis, c'est un CIPA chronique. Et alors, mon collègue me dit, CIPA chronique, c'est quoi comme type d'allergie? Je lui dis, c'est une allergie non IgE médiée. Ça veut dire que ces enfants-là ne font pas des réactions d'allergie IgE médiée. Il me fait, ah. Et évidemment, vous me voyez venir. Quelques mois plus tard, malheureusement pour moi, l'interne était toujours en stage et Nina revient. Et là, en termes d'allergie non IgE médiée, j'étais un peu moins à l'aise. Il me dit, alors? Je lui dis, il me dit, diagnostic. Je dis, il me dit, c'est allergique ou pas allergique? Je dis, ça fait très, très allergie, hein.
Il me dit donc allergie IgE médiée. Je lui dis, je sais pas, on va voir. Et comment on détermine une allergie IgE médiée en termes de puissance d'anaphylaxie au niveau biologique? Ça existe. C'est pas faire des prick tests, c'est pas faire des IgE médiés. Comment on arrive à doser un élément biologique qui nous dise ça c'est de l'allergie? Ok, vous y êtes. Il y en a 3 qui suivent dans la salle. Les autres, ils sont encore perturbés. Elle a une tryptase élevée. Alors il me dit, alors tu nous as raconté n'importe quoi. Cet enfant, elle a tout bêtement une allergie IgE médiée qui avait des signes fonctionnels associés. Et je refais le check. Je dis réaction aux aliments, épisode de diarrhée, épisode de vomissement, crise d'urticaire, une enfant qui a des troubles du sommeil, accès d'irritabilité. Et je dis à mon collègue, ça fait fonctionnel tout ça quand même. Je lui dis, on est quand même dans quelque chose où c'est un peu TFI, un peu allergie. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, en faisant l'explication à mon collègue des différentes physiopathologies que j'imaginais différentes entre les deux entités que sont les TFI et l'allergie, que je vous ai mis à part, quel est, entre guillemets, le target, le point commun effecteur terminal? Le mastocyte. Je vous présente une nouvelle maladie que vous connaissez, sans connaître vraiment bien son existence. Ça s'appelle le syndrome d'activation mastocytaire aiguë. Alors beaucoup disent « Ah, Sam, on connaît, c'est le syndrome d'activation macrophagique ». Rien à voir. Rien à voir. On laisse les hématologues se faire du mauvais sang. Ça n'est pas un problème hématologique. Je vous présente le syndrome d'activation macrophagique dont la classification internationale a eu lieu en 2021. C'est-à-dire qu'on a commencé à parler de ça il y a à peine 3 ans. D'accord? C'est quoi le syndrome d'activation mastocytaire aiguë? C'est des enfants qui font des réactions alimentaires avec manifestations digestives et cutanées, avec des signes qui sont évocateurs sans allergie véritablement retrouvée, avec, pour la grande partie d'entre eux, une anaphylaxie idiopathique récurrente. Il y a en France un centre de maladies rares que je vous montre ici, le CEREMAST, qui justement s'occupe des maladies mastocytaires. Et comme vous le voyez, ils expliquent quand suspecter un SAMA, réaction alimentaire multiple avec manifestations digestives et cutanées, sans allergène identifié, avec un retentissement important sur le sommeil et une fatigue chronique. Vous connaissez, vous avez vu des enfants comme ça. Des enfants qui avaient des symptômes chroniques à la fois cutanées, digestives, sans que vous puissiez dire c'est une allergie IgE médiée ou non IgE médiée. Des enfants qui avaient parfois des réactions anaphylactiques idiopathiques. Vous en avez vu. Mais par contre, vous n'avez pas eu en période de poussée l'idée de doser la tryptase. Et si vous dosez la tryptase, puisque ça fait partie des éléments diagnostiques, et que la tryptase est supérieure à 11, c'est un SAMA. C'est un SAMA, et c'est ce que j'ai dit, c'est un SAMA. Et mon collègue me dit, t'es fort, tu fais des diagnostics de maladies que tu connais pas. C'était le cas. C'est-à-dire que j'ai, par d'écoulement physiopathologique, dit ça peut être que ce truc-là, et j'ai regardé la littérature, et comme disait mon maître, tout a été écrit, mais tout n'a pas été lu, et j'ai découvert à cette occasion cette pathologie dont je n'avais pas connaissance en pédiatrie, parce que chez l'adulte, ils connaissent mieux les maladies mastocytaires, parce que ça peut donner des maladies qui sont un petit peu plus sévères. Que ne fut pas ma surprise quand la même enfant arrive une année plus tard avec un autre interne, où je me gausse et je dis c'est un SAMA classique, qui est une sorte d'allégorie entre à la fois des TFI et de l'allergie. Et pourquoi elle vient me voir, la petite, alors que je suis gastro-entérologue? Parce qu'elle a des douleurs des chevilles et en plus, elle est très très fatiguée et surtout, elle a été vue à l'école comme faisant un petit peu comme à la foire du trône,
c'est-à-dire à la foire des choses spéciales, elle n'arrête pas de faire des démonstrations à ses copines parce qu'elle peut plier les jointures très facilement. Ici, peut-être certains d'entre vous ont la facilité de complètement plier ces jointures. Moi, j'arrive pas, raide comme je suis, à toucher le sol avec mes mains, les jambes tendues. Alors j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Comme disait mon maître, tout a été écrit. Il y a des associations entre le SAMA, ces syndromes d'hypermobilité, et les POTS. C'est quoi les POTS? C'est des enfants qui font des tachycardies sans hypotension orthostatique au changement de position. C'est-à-dire que quand ils sont couchés, dès qu'ils se mettent debout, ils commencent à avoir des palpitations. Et ça les rend très très mal à l'aise. Ça s'appelle POTS en anglais. Tachycardie orthostatique, positionnelle. D'accord? Top, en français. Et c'est top, c'est pas top. Hein. Et donc vous avez une association qui est extrêmement importante. Regardez ici les thèses. Le premier regroupement des SAMA pédiatriques en France a été fait à Grenoble en 2019. Vous voyez ici, en fait, c'est une sorte des enfants qui ont à la fois des nausées, des douleurs, un peu de céphalée, des troubles du sommeil. Je suis sûr qu'en ce moment, vous êtes en train de dire, il y a un enfant que je suis qui a ça. Je suis sûr. Et c'est là où je vais vous être utile. Parce que là, il est en train de nous dire, allez, on a une maladie, nanana. Ok, et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà ce qu'on fait. On leur donne des antihistaminiques et des antileucotriènes avec efficacité. J'ai changé le quotidien de Nina et sa mère qui m'a insulté en me disant, vous savez ce qu'il faut faire, maintenant elle est bien, j'ai vécu 3 ans d'enfer pour rien, Monsieur Belaïch, il faut que vous commenciez à travailler. J'ai eu ce qu'on appelle soaking wet, hein, c'est-à-dire j'étais vraiment trempé. Hein. Je me suis dit, mais quelle est cette histoire? Et donc, ces enfants qui ont ces syndromes-là, je vous en conjure, je vous donne ici, prenez la photo. Prenez la photo, c'est pas en accès libre sur Internet encore, c'est ce que nous propose le centre de référence des maladies mastocytaires pédiatriques. D'accord? Voilà ici les doses qui sont conseillées, les doses de base d'anti-H1, on n'est pas dans les anti-H2, hein, anti-H1 et les antileucotriènes qui sont parfois mal tolérées. Vous savez, Montelukast, etc., c'est parfois pas bien toléré. Mais ça peut avoir une efficacité qui est une efficacité extrêmement intéressante. Et vous pouvez, Nina, elle a répondu à double dose. Et dans les recommandations, comme vous le voyez, on peut parfois être amené à multiplier par 4 la dose de ces enfants-là. Vous avez ces médicaments, mettez ces médicaments en route, ça va changer le quotidien de vos enfants. Je vous présente donc le SAMA, syndrome d'activation mastocytaire aiguë et son traitement. Maintenant, vous n'allez pas faire des erreurs architecturales pour aller à l'étage au-dessus. Vous n'allez pas vous tromper de cible. Vous allez faire en sorte que les enfants puissent manger tranquillement. Et donc, nous avons ensemble décliné cette entité qui est maintenant bien définie, qui est en fait, et qui fait partie de l'overlap avec à la fois des TFI, à la fois de l'allergie, et probablement il y en a d'autres qui sont complètement périphériques et qu'on parlera lors d'un prochain congrès à Marrakech, la ville de mes rêves, où tous les sourires se transforment en vol d'oiseaux et vice-versa. Je vous remercie de votre attention.